Ok, bah écoute, Fred, et puis peut-être Philippe Oui, c'est prendra la ça. parole. On va le faire à deux voix. Alors, on va essayer de faire compact pour une activité qui est assez tentaculaire. Les activités du service européen Copernicus Atmosphère, donc ça c'est énorme, je vais le montrer, mais on va s'intéresser à la partie gaz à effet de serre. Alors nous ne le faisons pas tout seul, bien entendu. Nous avons d'autres organismes qui tournent autour de nous. Vous reconnaissez les partenaires publics habituels, mais aussi Science Partners, la coopérative qui a été créée en partie par d'anciens du laboratoire. Alors Copernicus, certains en ont déjà entendu parler au niveau scientifique, dans les médias. Il s'agit bien entendu au départ d'un astronome polonais qui regardait donc les étoiles et les planètes pour une raison scientifique ou plutôt politique particulière. C'est son nom qui a été choisi non pas pour parler des planètes mais pour l'observation de la Terre. C'est un programme donc qui est mené essentiellement par la Commission européenne avec l'aide de d'autres organismes, en particulier l'Agence spatiale européenne. Pour donner une idée de son importance, en ce moment, le rythme de dépenses actuel du programme, c'est d'1 milliard d'euros par an. Donc on est en train de parler de quelque chose qui est énorme. Et alors, ça tombe dans l'escarcelle, dans le panier de Thierry Breton, le commissaire européen en charge du marché intérieur. Et dans sa lettre de mission, signée par la présidente de la commission, il a vu deux fois le mot Copernicus, ce qui est assez remarquable. Une fois pour indiquer qu'il devait continuer à développer le programme, Implementation of the Copernicus Program, et aussi qu'il devait l'étendre à la surveillance des émissions de dioxyde de carbone anthropique. Donc dioxyde de carbone, tout de suite, c'est aussi nous, on est aussi très impliqués dans la suite, en particulier Philippe Siès, mais aussi d'autres personnes qui travaillent avec lui. Donc Copernicus, énorme programme européen de surveillance de la Terre. Il se décline, donc c'est un programme, c'est une architecture, une infrastructure de services qui se décline en plusieurs services gérés par des opérateurs différents, l'atmosphère, l'océan, la Terre, le changement climatique, la sécurité et les urgences. Nous, ce qui nous intéresse ici dans cette présentation, c'est la partie atmosphère, que l'on voit par le petit carré dont je n'ai pas la souris, tant pis, le petit carré en jaune pâle. Copernicus Atmosphère combine des observations, en particulier une composante spatiale, qui est mise en place spécifiquement par l'Agence spatiale européenne, des satellites qui sont dédiés, toute une ligne de satellites. Il y en aura au final peut-être une dizaine qui vont se succéder les uns. Chacun va avoir son propre successeur. Une dizaine de satellites lancés, mis sur orbite avec des instruments à la pointe, une infrastructure de traitement des données, des supercalculateurs pour fournir de la donnée, et puis un débouché vers, alors vous ne voyez pas toute la planche, je ne sais pas pourquoi, un débouché vers des services thématiques de manière à soutenir les applications dans certains domaines particuliers. En particulier, alors là on voit ici des questions autour des panneaux solaires, tout ce qui est le développement des énergies renouvelables, ça peut être l'aide aux décideurs, la qualité de l'air, etc. À droite, j'ai simplement copié un extrait des nouvelles de CAMS au cours des mois d'avril et de mars de cette année. Vous voyez en haut une annonce sur la surveillance du trou d'ozone. C'est quasiment en direct que ça a été annoncé, ce minimum exceptionnel du trou d'ozone dans l'Arctique. Et c'est assez inédit d'avoir des nouvelles du trou d'ozone en direct. En général, on n'a pas les synthèses sur de l'information sur ce trou avant plusieurs mois. Et là, on assiste en direct à son évolution. Nous avions aussi des nouvelles sur Copernicus. Je m'intéresse particulièrement à celui qui est en dessous, puisqu'il s'agissait de mettre en garde les médias, les utilisateurs contre l'interprétation erronée d'imagerie satellitaire qui avait conduit à surestimer l'impact de la crise sanitaire sur la pollution atmosphérique dans les villes. Donc je mentionne ça parce que Copernicus, c'est pas uniquement de la fourniture de données, mais c'est aussi de la fourniture d'informations scientifiques qui est visée à une qualité remarquable, une qualité critique, ou une critique dans la qualité.
Alors, d'un point de vue administratif, CAMS, donc Copernicus Atmosphère, se décline en un ensemble de sous-services, donc c'est des sous-sous-services. Il y a Copernicus au-dessus, Copernicus Atmosphère, et puis Copernicus Atmosphère lui-même qui est divisé en appartements. Et donc chaque sous-service est géré par un opérateur. Les gaz à effet de serre sont répartis sur 4 d'entre eux. Et je suis aussi, comme mes collègues, très content de savoir que en fait, nous sommes au LSCE en charge de l'intégralité de cette partie gaz à effet de serre, soit directement, il s'agit de CAMS 41, dont va parler Philippe Pellin tout à l'heure. CAMS 41 soutient aux activités de prévision et analyse des gaz à effet de serre faites au centre européen. CAMS 73, la version atmosphérique des flux, c'est moi qui en suis le coordinateur. CAMS 84, c'est la validation du système de prévision et analyse du centre européen. C'est le KNMI en Hollande qui est responsable. Mais la partie gaz à effet de serre sous KNMI est gérée par le LSCE, Michel Ramonet et ses collègues. Et puis la fourniture directe d'observation ICOS, c'est Léonard Rivier et ses collègues qui l'assurent pour l'envoyer directement au centre européen. Alors bien entendu, pour les projets que nous gérons nous-mêmes, nous avons aussi nos partenaires. Donc j'ai cité déjà ESRON par exemple, l'agence spatiale hollandaise, l'université de Bremen, d'Amsterdam, TNO, l'agence scientifique hollandaise, NILU au Norvège. CAMS 73, donc la partie inversion atmosphérique des gaz à effet de serre. Je ne montrerai ici qu'une seule figure. Nous fournissons de la donnée avec des cartographies des puits et sources par la méthode inverse atmosphérique, des puits et sources de dioxyde de carbone, de méthane et d'oxyde nitreux sur le globe et sur des longues périodes de temps. Alors, je montre ici une illustration, c'est notre contribution annuelle à ce qui s'appelle le European State of the Climate. Donc, la dernière édition a été émise il y a 2 mois de cela. Et elle concernait l'année 2019. Pour cette année 2019, comme chaque année, un ensemble d'indicateurs sur le climat ont été fournis par le Centre européen qui coordonnait cette activité. Les températures de surface, les concentrations de gaz à effet de serre et les concentrations de flux de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est nous qui remplissions cette partie. Alors, c'est peut-être un petit peu petit, mais vous apercevez en bas à gauche des séries temporelles sur 40 ans, des flux nets, les flux totaux de carbone, de dioxyde de carbone, sur un ensemble de grands pays. L'Australie en haut à gauche, ensuite vous avez le Brésil au milieu en haut, la Chine à droite. Pour chaque pays, vous avez une combinaison d'effets naturels, la végétation, et puis d'effets anthropiques, les émissions associées au carbone fossile. Alors en Australie, par exemple, donc ce sont des moyennes sur 5 ans, et autour de 2011, vous apercevez l'impact de La Niña, avec une végétation qui absorbe beaucoup plus. Donc ça, en Australie, c'est le cycle de la végétation qu'on voit surtout. Le Brésil, vous avez aussi l'interannualité des flux de la végétation. En Chine, vous avez l'augmentation considérable des émissions anthropiques qui dominent très nettement. En Inde aussi, vous voyez l'augmentation considérable année après année des émissions anthropiques. Pour l'Union européenne, vous avez un peu un mélange des deux, végétation et émissions anthropiques, augmentation du puits de la biosphère sur la dernière décennie, mais aussi diminution des émissions anthropiques puisque nous avons gracieusement confié à la Chine le soin d'émettre à notre place. CAMS 84, donc Michel Ramonet qui est connecté, mais je vais faire pour lui, même si après ça, Michel, tu pourras rajouter ce que tu peux. CAMS 84, donc c'est la partie validation des gaz à effet de serre. Alors CAMS concerne des activités régionales et des activités mondiales. Ici, on ne parle pas, on ne s'intéresse pas aux activités régionales qui sont essentiellement tournées vers la qualité de l'air. Pour les activités mondiales, il y a des activités de validation au fil de l'eau pour surveiller la qualité des prévisions et analyses en temps semi-réel du centre européen, les mises à jour ponctuelles de ce système et puis la réanalyse rétrospective sur la dernière décennie. Donc pour ce travail, ce sont des rapports sur la validation qui sont émis tous les 3 mois et puis des rapports plus ponctuels. Il y a tout un bouquet d'observations que Michel et ses collègues rassemblent.
Alors bien entendu, des observations ICOS qui sont ici traitées en interne. C'est différent de l'envoi des données ICOS au Centre européen pour d'autres usages. Pour la validation, c'est fait ici. Et puis d'autres grosses bases de données, OBSPAC rassemblées par la NOAA, la base de données Contrail japonaise, ERCOR, bien entendu, des données de haute nature, NDAC, et puis la télédétection TICON. Alors voici un graphique qui montre les activités, qui illustre les activités qui sont faites pour la surveillance au fil de l'eau, du système de prévision en temps réel, ou proche du temps réel par le Centre européen. Le CO2 à gauche, le méthane à droite, avec des diagnostics de biais, donc modèle moins observation, en fonction de la latitude, du sud en bas, au nord en haut. Pour le dioxyde de carbone, on voit comme le nez au milieu de la figure le saut introduit dans le système à la fin de l'année 2019 par un redémarrage du système de prévision avec un nouvel état initial et puis quelques améliorations dans le système. Donc 5 ppm de décalage sur toutes les courbes. Et puis on voit aussi un cycle saisonnier qui n'est pas correctement simulé dans son amplitude par le système de prévision-analyse. Pour le méthane, on a des biais qui sont mis en évidence, des biais positifs dans les hautes latitudes, autour des zones humides, et puis des biais négatifs, des concentrations trop faibles vers le sud de l'Europe. Pour la réanalyse, nous avons à gauche la surveillance de la réanalyse avec une station de fond, l'île d'Amsterdam, des instruments du LSCE qui sont là-bas, et on voit essentiellement la qualité de la masse de carbone donc c'est le dioxyde de carbone ici, la masse de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, dans le système de prévision-analyse du Centre européen. Alors la prévision est dans les choux, elle diverge année après année parce qu'elle n'est pas contrainte par des observations. Et la courbe rouge indique l'analyse qui est contrainte par des données satellitaires. On voit que la contrainte est pas extraordinaire dans les années 2000 avec simplement Schiamacchi comme apport de données. La qualité est moyenne. Et puis arrive Yazi, et là on se recale avec un biais qui est proche de zéro. Mais au cours des 15 dernières années, on a une oscillation du biais, donc encore un travail important pour vraiment ajuster la masse de carbone dans l'atmosphère. Le cycle saisonnier par station, donc ça ce sont les graphiques qui sont à droite. Le cycle saisonnier des biais par station est de qualité variable et en particulier on peut voir entre les stations qui sont encadrées en rouge, c'est-à-dire les stations de l'Amérique du Nord et puis les stations qui sont encadrées en bleu ciel, stations européennes, on voit un cycle saisonnier qui est en opposition de phase entre ces deux continents, ce qui pointe à des défaillances du modèle de prévision-analyse en fonction des écosystèmes. Il s'agit sur ce graphique fourni par Léonard Rivier de CAMS 26 pour la fourniture donc, des données ICOS. Les données sont envoyées au Centre européen directement, les données de l'ATC. Il y a 19 stations et l'ATC, Léonard Rivier et ses collègues, rendent compte du flot de données. C'est-à-dire que pour chaque station, le pourcentage de données envoyées est indiqué avec des défaillances qui sont documentées au cas par cas. En particulier, et ponctuellement, on peut avoir des problèmes avec les analyseurs, les valves, etc. Donc il y a des Key Performance Indicators qui sont indiqués, mais essentiellement, la fourniture de données est remarquablement bonne et stable. CAMS 41, je passe la parole à Philippe Pellin qui coordonne cette activité. Alors, je vais essayer de faire rapidement. Donc, Frédéric a présenté un peu l'ensemble du contexte. Donc, ça, c'est aussi un sous-projet de Copernicus Atmosphère, CAMS 41, que je coordonne ici au LSCE avec différentes personnes. Voilà. Ah. Bon, la fenêtre est un peu tronquée. Donc, en gros, il y a deux grands volets sur CAMS 41. Donc, l'idée générale, c'est d'aider le Centre européen à améliorer leurs prévisions avec le modèle de prévision qu'on appelle IFS, des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors, ce modèle, on le connaît surtout pour les prévisions météorologiques, mais il y a aussi toutes ces prévisions de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et surtout essentiellement pour ce projet, le CO2 et le méthane. Alors, comment améliorer les prévisions? Il y a deux volets
sur lesquels CAMS 41 est mobilisé. Le premier, c'est pour faire de meilleures prédictions futures, il faut avoir des conditions initiales améliorées. Pour ça, donc, l'idée, c'est d'améliorer les conditions initiales en utilisant des observations de CO2 et de méthane sur la colonne intégrée qui puissent être assimilées dans ce modèle de prévision. Et deuxièmement, pour faire des meilleures prévisions, il faut aussi avoir un modèle qui calcule des flux à la surface de la manière la plus précise possible. Alors, le volet numéro 1 sur l'initialisation des concentrations, c'est pas nous, c'est l'Université de Bremen, Michael Borwix, et Esron, Ilse-Haben, où, en gros, je vais pas détailler, mais leur objectif, c'est de fournir en temps réel des colonnes intégrées de CO2 et de méthane à partir du satellite GOSAT, qui a été un des premiers satellites depuis les années 2000 à être dédié à la mesure de ces deux gaz à effet de serre. Donc voilà, ils ont des chaînes opérationnelles en temps réel qui fournissent au Centre européen tous les jours un ensemble de données. Ça marche assez bien, je ne vais pas détailler le principe. Donc l'avantage, comme l'a dit Frédéric, du temps réel, c'est de pouvoir surveiller tous les événements passés, récents, quels sont leurs impacts sur les concentrations de gaz à effet de serre. Alors là, c'est deux graphiques qui montrent l'évolution en haut à droite du CO2 et en bas à droite du méthane et en haut à gauche du CO2. En moyenne globale pour le noir, en moyenne de l'hémisphère nord, le rouge, et de l'hémisphère sud, la courbe verte. Donc voilà, on fournit du temps réel grâce à ces deux activités. Alors bien sûr, qui dit temps réel, tout le monde est passionné aujourd'hui sur l'impact du Covid sur les données de gaz à effet de serre. Alors Michael Borwix, on pourrait demander à Frédéric de fournir son analyse. Je veux dire que s'il y en a qui sont intéressés par ça, il va y avoir une session dans le cadre d'un projet parallèle qui s'appelle le projet Verify sur le Covid. Et donc, s'il y en a qui sont intéressés pour faire une téléconférence où il y aura 2 heures de présentations variées avec des présentations de Philippe, de Frédéric sur le Covid et l'impact du Covid sur les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre. Donc, envoyez-moi un mail, je vous dirai comment vous connecter à cette session début juillet dans 1 semaine. Voilà. Alors là, c'était juste pour dire que Michael Borwix a analysé, c'était un truc préliminaire, finalement l'impact sur la Chine en février-mars. Qu'est-ce qu'il pouvait voir, lui, depuis le satellite GOSAT, entre 2 zones, Pékin, des observations au-dessus de Pékin, et des observations dites background de petites régions juste à côté. Et en moyenne, chaque année, la région de Pékin a des concentrations de CO2 supérieures de l'ordre de 1,4 ppm. Et pour février-mars 2020, eh bien, cette différence de concentration est plus faible, d'environ 0,4 ppm. Et donc voilà, on pourra rediscuter beaucoup de ça. Le deuxième volet, et là c'est le volet qui nous concerne, nous, LSCE, plutôt, sur l'amélioration de la modélisation des flux de CO2 et de méthane dans le modèle de l'IFS. Alors pour ça, le modèle de l'IFS, ils ont un modèle de surface continentale, similaire au modèle que les gens connaissent plus, Orchidée, de l'IPSL. Et donc l'idée un petit peu, là, alors ça serait malsain de dire on va faire du transfert technologique de Orchidée vers CTSL, leur modèle, parce que ça voudrait dire qu'on est supérieur, mais c'est un petit peu quand même le cas. Donc voilà, sur certaines paramétrisations, en tout cas. Alors il y a un volet sur le, voilà, ça marche pas. Bon. J'essaie d'avancer. Donc bon, je finis, c'est pas grave. Il y a un volet sur le CO2. Donc le premier volet sur le CO2, il se trouve que le Centre européen, dans leur modèle CTSL, ils ont un relativement ancien schéma de modélisation de la photosynthèse qui s'appelle le schéma de Jarvis. Et l'objectif, ils veulent passer à un schéma plus récent, même s'il a été développé par Graham Farquhar dans les années 80, qui est le modèle de Farquhar, qui est un modèle plus processus, en tout cas que la plupart des modèles actuels, et c'est pas une spécificité d'Orchidée, nous avons implémenté.
Alors moi, ce que je voulais juste dire, c'était un peu plus un contexte sur ce transparent qui montrait la simulation de la photosynthèse qu'on appelle GPP par différents modèles globaux actuels. Et ce qu'on peut voir, donc c'est plutôt le graphique du dessous, c'est que en fait les modèles simulent des taux de photosynthèse très différents entre eux et une augmentation de la photosynthèse au cours du dernier siècle qui est aussi variable. Donc l'objectif, c'est bon, tu peux laisser comme ça après. L'objectif va être de remplacer, donc il y a de fortes incertitudes sur cette modélisation de la photosynthèse, et donc l'objectif c'est d'améliorer le modèle existant dans le modèle CTSL par ce modèle de Farquhar, et pour ça on va se baser sur ce qui a été fait dans Orchidée avec Fabienne Maignan. On va essayer de faire un petit peu ce transfert et cette amélioration, sachant que le Centre européen à terme veut assimiler des données de fluorescence dans un modèle de photosynthèse pour améliorer la simulation de la photosynthèse. Et la fluorescence est mesurée depuis l'espace étant reliée au processus de photosynthèse. Et le modèle de Farquhar, dont c'est l'objectif ici, est assez bien adapté pour assimiler ces mesures de fluorescence. Enfin, le dernier volet, le dernier slide, ils veulent améliorer la simulation des flux de méthane dans le modèle IFS, et pour ça ils s'attaquent à une des composantes qui est la composante des wetlands, des zones humides, qui représente la majeure partie des flux de méthane naturels, dits naturels, ici un petit diagramme qui montre un peu la répartition. Et la graphique du dessous, c'est une vieille comparaison qui montre que malgré tout, les modèles actuels de simulation mécaniste de ces flux de méthane diffèrent les uns des autres. Et donc le Centre européen, pour le moment, ils avaient qu'une climatologie des émissions de méthane, et ils veulent au moins commencer par un petit modèle simple de méthane, et c'est un peu notre objectif ici, de leur implémenter une approche assez simple basée sur finalement une sensibilité des émissions de méthane par unité de wetland, sensibilité liée à la température et au flux de respiration de CO2. Voilà, donc on est lié au Centre européen pour contribuer au développement de leur modèle de surface. Merci beaucoup Fred et Philippe. Alors on a déjà une question dans le chat. C'est François-Marie pour toi, Philippe. Alors ce qui a été vu sur Pékin en 2020 était déjà vu en 2019, si je comprends bien la courbe de Michael Buschwitz que tu présentes. Alors, François-Marie m'a déjà posé cette question, donc je savais qu'il allait me la reposer. Merci François-Marie. En fait, j'ai un peu simplifié la figure. En gros, l'argument de Michael Borwitz, c'est qu'il faut exclure le point en 2019 pour 3 raisons. Il n'y avait pas assez de données GOSAT en 2019 pour être statistiquement fiable. Attention, hein, je ne fais que répéter ce que Michael Borwitz a dit. Et donc, que statistiquement, l'analyse en 2019 n'est pas robuste. Après, je te laisse, croire ou pas Michael Borwitz, mais alors en fait, François-Marie te dit tu devrais te remonter la figure, mais bon, François-Marie c'est pas fluide hein, au niveau En fait, si je peux peut-être juste faire un commentaire, la particularité de la Covid, c'est le centre d'activité, là où ça s'est passé, c'était la Chine, dans une saison où il y a beaucoup de nuages, et ce qui fait qu'on n'a pas vraiment vu ce qui se passait depuis l'espace. J'arrive pas à remonter. Donc c'est une situation qui, je trouve, est assez embarrassante par rapport aux instruments spatiaux qui sont développés, parce que le cœur du signal était invisible. Merci pour cette on n'arrive pas à trouver à faire bouger le PowerPoint, François-Marie, mais c'est pas grave, puisque visiblement tu l'as déjà vu cette courbe. Et alors il y a Valérie qui donne une information côté qualité de l'air CE, donc l'équipe chimie atmosphérique environnementale participe au projet CAMS 21 sur la procédure de validation des données composition chimique de l'aérosol. Alors une question de Julien, puis après de Michel. Oui, tu parlais tout à l'heure de vision en temps réel du coup du méthane aussi.
Est-ce qu'on voit en ce moment, on parle beaucoup des températures élevées en Arctique et du permafrost qui peut émettre du méthane. Est-ce qu'on voit des choses de ce côté-là en ce moment? Alors, moi, je ne pourrais pas répondre à la question. C'est peut-être Michel Ramonet éventuellement qui surveille ces instruments de près, mais en tout cas, je ne saurais pas. Michel, si tu peux allumer ton micro, comme ça tu poseras ta question en direct et tu répondras peut-être à celle de Julien si tu peux. Sinon, la question de Michel qui était posée par chat, c'était les autres villes vues par les mesures spatiales. Bah justement, si on regarde Hubei, il n'y a rien. On ne la voit pas. Et après ça, si on regarde d'autres villes sur le globe, aux États-Unis par exemple, l'observation est compliquée parce que il y a beaucoup moins de panache, donc le ciel est beaucoup plus clair et difficile à comparer avec les années précédentes. C'est-à-dire que la structure des panaches est différente cette année parce qu'il y en a très peu par rapport aux autres années où il y en avait plein. Donc on ne voit pas le même type de panache. Habituellement, on voit des groupements de panaches. Là, on voit des panaches isolés. Donc statistiquement, on a du mal à déterminer des anomalies. Mais je suis certain que certains de mes collègues vont réussir à faire des stats, mais il y aura un petit peu de triche peut-être dans l'histoire. Mais non, pas de triche, d'optimisation. François-Marie, j'ai réussi à mettre la figure. Si tu vois que pour 2019, le cercle, le rond, c'est soi-disant la médiane, et la croix, c'est la moyenne. Donc, la distribution pour cette année 2019, il y a probablement 2 ou 3 points, dont 2 en bas qui font que la médiane est tout en bas, et un point très haut qui fait que la moyenne est très haute. Donc, je ne suis pas forcément surpris. Je pense que ça a arrangé Michael Bourbis de dire aussi qu'en 2019, il faut exclure ce point-là. Bon, voilà, c'est ma seule remarque. C'est vrai que la distribution de 2019 a l'air totalement aberrante. Elle n'est pas gaussienne. On est très loin de la gaussienne. Ouais. Ok. Non, mais bon, c'est pas. Enfin, on sait qu'il y a un signal de toute façon. Hein. Donc finalement, le fait qu'on arrive à le voir depuis le satellite, c'est heureux, c'est rassurant. En fait, on est en marge du gros signal. On est vraiment à côté du plus gros signal qu'on a eu autour de la Covid sur les émissions de CO2. Et on voit que juste à côté, là où le signal est très très fort, eh bien, on a quand même du mal. Alors, quand on s'éloigne un petit peu, on voit plus rien du tout. En tout cas, mercredi 8 juillet, de 14h à 16h, tout le monde est le bienvenu pour se connecter sur une session Covid. Et en tout cas, Michael Bourbis en parlera un petit peu plus, il m'a mise à jour. Frédéric en parlera, Philippe Sier parlera des approches plus directes, de l'impact du Covid. Donc, et il y aura d'autres présentations aussi. Bien, merci beaucoup. Merci d'avoir été si nombreux à suivre cette session. Merci beaucoup à Nada qui a préparé, mis en place tout ça pour qu'on puisse faire cette diffusion mixte, présentielle, distancielle. Merci aux présentateurs qui ont fait de très jolies présentations dans des temps très courts. Et voilà. Bon appétit tout le monde alors. Merci. Merci.